Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. 200 milliards de francs CFA, tel est le montant que 3 banques opérant en Côte d'Ivoire ont décidé de mettre à la disposition de la CIR, la société ivoirienne de raffinage. Un montant qui va permettre à cette société d'État de s'approvisionner plus facilement en pétrole brut pour ainsi satisfaire les besoins de ses clients. Surtout qu'elle connaît depuis quelques années des difficultés de trésorerie suite au dérèglement du marché pétrolier. La signature de convention entre les responsables des dites banques et ceux de la CIR a eu lieu hier lundi. La première tranche de cet appui financier qui est de 110 milliards de francs CFA est déjà disponible. Jean-Jacques Kwameala. Après l'État ivoirien, autour du secteur privé, dévolé au secours de la CIR, Société ivoirienne de raffinage. Un secours à hauteur de 400 millions de dollars, soit plus de 200 milliards de francs CFA. Une somme réunie par 3 banques commerciales opérant en Côte d'Ivoire. Grâce à cette somme, la CIR va connaître un regain d'activité. Mieux, elle va amorcer sa sortie de la zone rouge. Cette facilité va nous permettre de sécuriser les fournisseurs et de rétablir la fourniture, l'approvisionnement régulier de la CIR en pétrole brut. Les marchés sont très porteurs, très demandeurs. Le marché Côte d'Ivoire est en forte croissance. Les marchés de l'Interland, Burkina, Mali sont également en forte croissance, en très forte croissance. Et nous sommes heureux, grâce à cette facilité, de pouvoir faire fonctionner la raffinerie à son optimum et de répondre aux besoins donc, de ces marchés croissants. 220 millions de dollars, soit plus de 110 milliards de francs CFA, représentant la première tranche de cet appui financier, sont déjà disponibles. Pour le complément des 200 milliards de francs CFA, le système bancaire ne devrait pas avoir du mal à se mobiliser. Je vous donne l'assurance que le tour table est bouclé. Les autres banques qui sont signalées ont déjà les accords de principe, même des accords fermes, si je peux le dire. Et c'est une question juste de signer dans les semaines qui viennent. Après quelques années de difficultés financières, la CIR reprend espoir, un espoir qui a pris forme depuis octobre 2016 suite à la décision de l'État d'octroyer à la CIR un soutien financier dimensionné aux besoins de l'entreprise et non reconductible. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, était à Guitry, dans la région du Lodjibois. C'était hier. Il y a procédé à l'installation du comité de développement local de la mine de manganèse de Lozois. C'est un cadre de concertation et de collaboration entre l'opérateur minier et les populations, avec la participation de l'État en qualité de médiateur. Ce comité vient répondre aux préoccupations des 8 localités concernées par l'exploitation de manganèse. Les habitants de ces villages, surtout ceux situés à proximité de la société minière, grognent. Les explications de Francis Boifo. Dougodou. Nous sommes dans le département de Guitry, région du Lodjibois, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Environ 7000 personnes vivent dans ce village qui manque un peu de tout. Pourtant, il est situé à 7 km de la compagnie minière du littoral de Lozois. Cette entreprise produit 250 000 tonnes de manganèse par an. Elle a été installée il y a 4 ans. Et depuis, aucun plan de développement local en faveur des populations. Nous avons des problèmes ici. On n'a aucune infrastructure ici. Même si nos femmes tombent malades aujourd'hui, on est obligé de les transporter à plus de 40 et quelques kilomètres pour aller sur Grand là-haut. Le village n'est pas électrifié. Ni l'eau, ni rien. C'est la poussière seulement que nous recevons ici. 8 villages sont impactés par l'exploitation de la mine de manganèse de Lozois. Sur instruction du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, et conformément au code minier, un comité de développement local minier vient d'être installé. Ce comité est chargé d'élaborer un plan de développement qui prend en compte les infrastructures, les équipements et les services sociaux de base, la promotion de l'emploi, le développement de l'économie locale et du capital humain. J'exhorte les responsables de la compagnie minière du littoral à entretenir avec les populations d'excellents rapports de bon voisinage et de confiance et à réaliser leurs activités dans le respect des normes environnementales avec des retombées économiques et sociales pour les populations rurales. Le code minier prévoit que le plan de développement élaboré par le comité soit financé à 0,5% du chiffre d'affaires de la société d'exploitation minière.
Le ministère et la société ont attaché de grands prix sur ce point. Et désormais, ce sera régularisé. Emmener les compagnies minières à développer les localités concernées par l'exploitation des mines. C'est une exigence du président de la République Alassane Ouattara. Après les fêtes de fin d'année, les activités dans le secteur avicole tournent au ralenti. Cette période de fête a été une période donc très favorable pour les fermiers et les vendeurs de poulets. Notre équipe de reportage s'est rendue dans certaines fermes et marchés dans le district d'Abidjan pour constater les faits. Les poulets sont de plus en plus maigres et sa clientèle se fait rare. Jean est fermier à Ondautré dans la commune d'Abobo. Ce jeune homme se tourne les pouces après les fêtes de fin d'année. Son chiffre d'affaires avait grimpé pendant cette période, mais actuellement sa ferme est vide. Plus rien, il attend de nouveaux poussins. Voilà, actuellement, nous sommes en repos. On attend dans 2 semaines pour pouvoir les pousser. Quant à Diaby, 15 jours après les fêtes, il lui faut attendre 45 jours pour relancer son commerce de volailles. Le temps pour ses poussins de devenir des poulets. Il faut renouveler encore les fermes. Donc c'est pourquoi vous voyez que c'est des poussins pour le moment, pour qu'on puisse encore ravitailler le marché ivoirien. Rendons-nous dans la commune de Cocody au marché d'Anono. Ici, les poulets dans les cages sont de plus en plus maigres. Conséquence, les prix baissent. Pendant peut-être là, on avait élevé le prix là un peu, mais maintenant comme c'est un peu dur là-dedans, on a fait diminuer un peu. Les poulets ne sont pas même comme on l'habitude. L'habitude quand on vient, c'est un peu gros et puis le prix est bas. Aya vend les œufs de volaille depuis 3 ans maintenant. Après les fêtes, elle constate une baisse du poids des œufs et une légère augmentation du prix du plateau de 30 œufs. Ça a augmenté. Ça a augmenté de combien? Ça a augmenté de 100 francs, 200. Avant, il faisait à 1800, 1900. Maintenant, il fait à 2000, 2200. Les lampions des fêtes éteints, une période difficile pour les commerçants car les clients se sont aussi éclipsés. Vraiment, dans les fêtes, ça marchait. Mais après la fête, bon, ça ne sort pas trop cher comme ça sort un peu. Si la fête est passée, ça n'a pas tout le monde à l'argent. Ça est bien, prend un peu, mais pas, comme c'est notre travail, je ne vais pas laisser. Les fêtes de fin d'année ont englouti non seulement les volailles, mais aussi une bonne partie des budgets des consommateurs, à telle enseigne que les activités dans le secteur avicole sont au ralenti. C'était un reportage de Perpétuquement commenté pour vous par Justine Sey-Djike. Avec l'appui de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire compte être membre du programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest, le PRAO. Elle est au stade de la formulation de son programme PRAO Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'élaborer la note de concept, le cadre logique, le cadre des résultats, les activités et les coûts du PRAO Côte d'Ivoire. C'est le but de l'atelier national de formulation du PRAO Côte d'Ivoire, ouvert hier matin par le ministère des Ressources animales et halieutiques au siège de la Banque mondiale à Abidjan. C'est encore signé Justine Sey-Djike. La Côte d'Ivoire candidate au programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest PRAO. Depuis un moment, nous avons fait une requête auprès de la Banque mondiale pour faire partie donc, du PRAO, de ce programme-là. Et la Banque mondiale a effectué 2 missions sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tout finaliser pour mettre en place le budget par rapport donc, à PRAO Côte d'Ivoire et également nous nourrir de la différence des autres. Puis être reçue, la Côte d'Ivoire doit formuler son propre programme de pêche, ce à quoi s'attellent des experts en la matière sous la houlette de la Banque mondiale. L'enjeu de la pêche illicite est un enjeu qui ne peut pas être traité dans une optique nationale et c'est pour cette raison bien précise que le projet donc, régional des pêches et de l'aquaculture offre une opportunité à la Côte d'Ivoire de s'intégrer au niveau d'une approche commune. Le programme régional pour les pêches en Afrique de l'Ouest, PRAO régional, comprend 9 pays. La Côte d'Ivoire est le 10e à y adhérer et c'est un programme qui améliore la gestion des secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
On a noté quand même une amélioration très nette, en tout cas de la gouvernance des pêches, à tous les niveaux. Au niveau de la pêche illégale, les pays sont dotés en tout cas de cadres juridiques leur permettant de lutter contre la pêche, à acquérir des investissements, du matériel et également de mettre en place un environnement propice en tout cas à l'investissement privé. La Côte d'Ivoire a donc fort à gagner en étant membre du PRAO régional. Un petit mot de santé dans ce journal. Les médecins, pathologistes, néphrologues, pédiatres, techniciens et cliniciens sont formés sur l'immunofluorescence, une méthode pour poser un diagnostic précis des maladies du rein. Une formation organisée par la Société ivoirienne de pathologie. Objectif, améliorer la prise en charge des patients. On en parle avec Ami Sissoko. Comment affiner le diagnostic des maladies du rein? C'est à cette problématique que médecins pathologistes, néphropédiatres, techniciens et cliniciens de Côte d'Ivoire de la sous-région ouest africaine et centrale essaient d'apporter des réponses. Une initiative de la Société ivoirienne de pathologie. Il y a beaucoup de pratiques, des médicaments traditionnels, des thés que les gens boivent qui provoquent des insuffisances rénales. Et pour pouvoir faire le diagnostic exact de la cause de l'insuffisance rénale, on va faire des prélèvements du rein. C'est prélèvements qu'on appelle des biopsies. Cette biopsie-là doit être analysée avec un certain nombre de techniques pour qu'on puisse vous dire, voilà, c'est ce médicament qui est à la cause de votre maladie ou bien c'est ce microbe qui a provoqué la maladie. Donc cette technique-là, c'est l'immunofluorescence. L'immunofluorescence, une technique pour déterminer avec précision la pathologie réelle du patient. C'est la Française Chantal Joanneau, 42 ans de pratique dans la biopsie rénale, qui forme ces professionnels des maladies du rein. Immunofluorescence, c'est un prélèvement qu'on fait, un petit prélèvement supplémentaire de rein que l'on congèle, que l'on coupe dans une machine qui s'appelle le cryostat. Donc on coupe à moins 22 degrés de température. On fait des coupes très fines et après on appose des anticorps sur des antigènes supposés qui sont révélés par la fluorescence et un microscope à ultraviolet que j'ai amené dans mes bagages avec moi. Pendant environ 3 semaines, échange d'expériences entre ces spécialistes pour le bien-être des patients. Chez l'enfant, on ne fait pas beaucoup de biopsies, surtout qu'ici en Côte d'Ivoire, on n'avait pas l'immunofluorescence pour la biopsie. Et cet atelier va nous former. À partir de là, on pourra dire si une maladie rénale est en rapport avec le palu, est en rapport avec une maladie immunologique. Ce sera une révolution en termes de diagnostic et de prise en charge des maladies rénales, notamment inflammatoires. L'immunofluorescence va permettre une meilleure prise en charge du malade à travers des traitements ciblés pour une guérison rapide. Actualité internationale à présent, en bref et en images, alors que le président élu Adama Barrow doit être investi demain jeudi 19 janvier, le président gambien sortant, Yahya Jammeh, de plus en plus isolé et soumis à des pressions internationales croissantes, a décrété hier, mardi, l'état d'urgence. C'était lors d'une allocution à la télévision nationale. Et toujours en bref et en image, au moins 52 personnes ont été tuées, dont 6 humanitaires de la Croix-Rouge locale et 120 autres blessés dans le bombardement accidentel d'un camp de déplacés par l'armée nigériane à Han, dans le nord-ouest du pays. Selon l'armée nigériane, des militaires au sol, appuyés par des forces aériennes, étaient à la poursuite de présumés insurgés islamistes et un des avions a bombardé par erreur l'intérieur du camp de Han, alors que les humanitaires distribuaient de la nourriture aux déplacés forcés de fuir les violences. Le froid s'installe en France jusqu'au palais de l'Élysée où se tient ce matin une réunion ministérielle consacrée aux mesures de prévention. Renforcement des maraudes, augmentation des places en centre d'hébergement dans le cadre du plan Grand Froid. C'est en tout cas ce qu'a rappelé Bernard Cazeneuve mardi soir en visitant les équipes du SAMU social de Paris.
Condamné en 2013 à 35 ans de prison pour avoir transmis des documents confidentiels à Wikileaks, la militaire Chelsea Manning a vu sa peine commuée ce mardi 17 janvier par Barack Obama. Elle sera libérée le 17 mai. Chelsea Manning, qui fut analyste dans les rangs de l'armée américaine, a volé et diffusé à la presse près de 700 000 documents concernant les guerres en Irak et en Afghanistan. La jeune femme était à l'époque Bradley Manning et fut condamnée pour trahison. Un jeune homme perturbé qui a changé de sexe en prison et tenté 2 fois de se suicider. Football, CAN 2017. Les matchs de ce 17 janvier sont Gabon, Burkina Faso et Cameroun, Guinée-Bissau. Des matchs que vous pourrez bien sûr suivre sur RTI 1. Les équipes du Mali et d'Égypte se sont neutralisées 0 but partout dans le groupe D de la CAN 2017. Ce 17 janvier à Port-Gentil. Ce 16 janvier, donc, la faute notamment à une pelouse indigne d'une Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations à l'occasion de leur première sortie dans la poule C à Port-Gentil. L'équipe du Ghana s'est imposée face à l'Ouganda sur un score d'1 but à 0. Les Black Stars du Ghana se sont débarrassés des grues de l'Ouganda au stade Michel Essongué sur la plus petite des marges, malgré une large domination. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 13 h pour le prochain bulletin d'information. Très bien.